Le premier cours qui va commencer ce cycle sur les environnements de l'homme préhistorique au Quaternaire en Eurasie va consister à présenter un objet, présenter une méthode d'analyse, donc le pollen, la palynologie. Je vais m'efforcer de vous introduire à cette discipline qui est celle de ma spécialité en tant que chercheur. Alors, bien sûr, le but va être de vous montrer tout d'abord des grands traits généraux des changements de végétation au cours d'une période de temps qui couvre les 2,6 derniers millions d'années. Les deux cours qui suivront, la semaine prochaine, dans 2 semaines ensuite, consisteront à illustrer sur 2 tranches chronologiques de la préhistoire l'application de cette discipline qu'est la palynologie à la connaissance des environnements de l'homme préhistorique. Mais donc aujourd'hui, place à de la méthodologie. Et donc je débute en vous présentant cet objet que j'étudie dans mon laboratoire au département de préhistoire du muséum. Donc le pollen, c'est un objet microscopique qui est fabriqué par les plantes à fleurs. Cet objet microscopique, il faut imaginer qu'il a la forme d'un ballon de football, la forme d'un ballon de rugby, donc ovoïde ou sphérique. Il est fabriqué par les plantes à fleurs au niveau de la pièce florale, à l'extrémité des étamines, au niveau de ces sacs que l'on appelle les anthères, lieu de production donc du matériel pollinique. On les appelle, ces anthères, également des sacs à pollen. Alors, à quoi sert le pollen? C'est la première question qu'il faut poser. Le pollen va intervenir dans le cycle de reproduction des plantes à fleurs. On peut définir le grain de pollen comme étant le gamétophyte mâle des plantes à fleurs. Si l'on devait faire une analogie avec le monde animal, finalement, ce grain de pollen issu du monde végétal, il faudrait le mettre en regard du spermatozoïde. Si l'on part sur ce schéma, de cette représentation de la pièce florale, on retrouve ici les étamines, les anthères, lieu de production des grains de pollen. Ces grains de pollen vont se poser au niveau des pistils, émettre un tube pollinique qui va aller féconder l'ovaire qui est protégé dans l'ovule à la base de la pièce florale. Cette fécondation va permettre le développement d'un plantule dans une graine elle-même protégée dans un fruit. Cette graine va germer, et la germination de la graine donnera une nouvelle plante, une nouvelle fleur. La boucle est donc bouclée, on a quelque chose de cyclique au sein de la reproduction des plantes à fleurs, avec la fécondation par le pollen d'un ovaire. Alors, l'étude des grains de pollen consiste à tenter de déterminer, par l'observation de la morphologie du grain de pollen, la plante ayant émis ce grain de pollen. Alors, les méthodes d'observation, s'agissant d'un objet microscopique, bien sûr, ça va être de l'outillage microscopique, 2 types de microscopes pour 2 niveaux de détermination distincts. Vous pouvez observer les grains de pollen avec un outillage assez conséquent que vous n'utiliserez pas en routine, mais donc avec un microscope électronique à balayage. Dans ce cas, les niveaux de grossissement, très importants, jusqu'à 50 000 fois, vont vous permettre d'observer des caractères morphologiques vous permettant de déterminer à l'espèce le grain de pollen et donc
la plante de faire le lien avec la plante ayant produit ce grain de pollen. Une observation avec un microscope plus de routine, ce sont ceux que l'on a nous dans nos laboratoires, un microscope optique avec transmission, observation par lumière à transmission, va vous offrir un niveau de grossissement moins important, jusqu'à 1000 fois, mais ne vous permettra pas, de ce fait, d'aller de manière aussi poussée dans le rang de détermination. Vous n'observerez pas suffisamment de caractères morphologiques vous permettant de déterminer à l'espèce. L'exemple que je vous donne ici est le même que pour une observation ici au MEB. Tout à l'heure, au MEB, vous déterminez ici un grain de pollen qui est celui de la chicorée sauvage, Sycorium intybus. En microscopie optique, vous déterminerez ce grain de pollen comme étant rapporté, déterminé, issu de la sous-famille des Sycorioidés. Alors, pour pouvoir comprendre comment on détermine les grains de pollen, il faut bien sûr faire un petit peu de morphologie pollinique. Alors, ça peut paraître un petit peu rébarbatif, on va essayer de l'illustrer avec de belles planches de grains de pollen. Vous savez, chaque discipline a un peu sa terminologie qui lui est propre. Donc je vais vous passer les articles spécialisés en langue anglaise qui parfois font 300 pages et qui permettent d'offrir des clés de détermination très robustes, très complètes des différents types polliniques. On va essayer d'aller un petit peu plus directement vers les principaux caractères, ceux qui permettent bien souvent déjà d'arriver à un niveau de détermination assez intéressant. Alors, vous observez ici une représentation schématique d'un grain de pollen et vous pouvez voir que ce grain de pollen est en fait constitué de différentes couches successives. La première, je vais partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. La couche la plus interne, figurée ici en noir grisé, s'appelle l'intine. L'intine du grain de pollen est constituée de cellulose. Viennent ensuite deux couches successives, représentées ici en bleu et en jaune, qui constituent ce que l'on appelle l'exine. C'est cette exine, la membrane la plus externe de notre grain de pollen. Elle est constituée de sporopollénine, la sporopollénine étant un polymère extrêmement résistant à toutes les attaques chimiques, biochimiques. On a donc ici une enveloppe externe des grains de pollen qui est très résistante et qui peut-être va pouvoir se conserver dans la durée. C'est ce que l'on va voir un peu plus tard. Je reviens à notre exine, donc faite de sporopollénine. Vous pouvez voir que cette exine est subdivisée en deux couches, une couche interne, l'endexine, une couche externe, l'ectexine. Un autre élément intéressant à observer, ce sont ces petits orifices que vous voyez ici qui percent l'exine. Ce sont des ouvertures que l'on qualifie, auxquelles on donne le nom d'aperture. Alors, nous allons maintenant partir du modèle le plus simple de morphologie pollinique, de membrane pollinique. Voici une structure où n'apparaissent au niveau de l'exine que les deux sous-couches, endexine et ectexine. C'est une vue de 3/4 qui est représentée ici, puis vous pouvez également voir une coupe optique ici en place frontale. Ce modèle d'exine, on va l'appeler exine intectée. Vous allez voir dans la diapositive suivante à quoi on oppose une exine intectée. Sur ce modèle simple de membrane pollinique, on peut venir complexifier un peu en posant des éléments de sculpture. Ce sont des ornementations qui vont être posées sur la membrane pollinique, plus exactement sur l'ectexine, c'est-à-dire la partie la plus externe de notre grain de pollen. Vous voyez qu'il y a une diversité d'ornementation. Ces petits bâtonnets arrondis à leur extrémité sont des bacules. Lorsque l'extrémité
de ces bacules est renflé, on parlera de clavules. Il arrive que ces bâtonnets aient une hauteur très réduite, on parlera alors de verrues. Ces verrues peuvent être assez imposantes, on parlera de gémules. Et puis, vous pouvez également observer ce modèle d'ornementation. Ce sont des épines que l'on va appeler échinules. Et enfin, deux derniers exemples sont donnés sur cette diapositive, avec des ornementations qui sont des ornementations que je qualifie de négatives, c'est-à-dire des perforations de la membrane, soit des petits fossés, c'est l'exemple donné ici, soit des fossés percés d'un canal qui vont traverser toute l'ectexine. Donc ornementation positive, ornementation négative, qui viennent se poser sur notre ectexine, membrane externe du grain de pollen. Si l'on revient à notre exine intectée lisse de la diapositive précédente, vous pouvez poser ces ornementations. Je vous ai mis ici un exemple d'ornementation qui sont des clavules. Ces clavules ne sont pas disposées n'importe comment, elles peuvent parfois présenter une disposition en forme de réseau. On va parler alors d'exine intectée, réticulée. On peut complexifier encore notre structure du grain de pollen pour passer de cette représentation ici à gauche de la diapositive à cette représentation à droite. Il faut imaginer une fusion de l'extrémité renflée ici de nos clavules qui vont former un toit que l'on va appeler tectum. On va alors parler d'exine tectée par opposition à nos exines précédentes qui étaient intectées. L'exine tectée va vers une complexification de la structure de la membrane du grain de pollen. On peut continuer de complexifier notre structure de grain de pollen en posant sur ce tectum, sur ce toit, une nouvelle ornementation qui elle-même pourra être ou non réticulée. On parlera d'exine tectée réticulée. Donc vous voyez que sur cette structure de l'exine peut venir une ornementation et que ces ornementations que supporte la membrane externe du grain de pollen vont être des éléments à observer. Cela va constituer des critères d'identification basés sur des caractéristiques de la morphologie de nos grains de pollen. Alors on avait parlé aussi tout à l'heure des apertures, ces orifices qui, lorsque le grain de pollen est vivant, permettent la sortie du tube pollinique au moment de la fécondation. Alors, ces apertures, il en existe de différentes sortes et elles peuvent être également en nombre très variable sur la surface du grain de pollen. Vous pouvez tout d'abord avoir quelque chose de très simple, à savoir un grain de pollen qui, lui, n'en a pas d'aperture. Votre grain de pollen sera alors inaperturé. Puis, vous pouvez avoir trois formes différentes d'aperture. Tout d'abord, la forme que l'on appelle pore. C'est un orifice circulaire. Vous pouvez imaginer un bouton de chemise, par exemple, une perforation qui aurait la forme d'un bouton de chemise. Un autre type d'aperture est le sillon, que l'on va aussi appeler colpe. Le sillon, c'est une perforation très allongée d'un pôle à l'autre de notre grain de pollen. Vous voyez, c'est ce qui donne cette forme un peu de fermeture éclair. Et puis, vous pouvez avoir un modèle d'aperture qui va combiner le sillon et le pore pour constituer ce que l'on appelle un col-pore. Et dans ce cas, vous pouvez remarquer que le pore se situe toujours dans la partie médiane centrale du sillon.
Alors on peut jouer ensuite, selon chacune de ces 3 apertures, avec le nombre d'apertures. Ici, les exemples qui vous sont donnés sont des grains monoporés. Si je me déplace ici en partie centrale de la diapositive, vous observez 3 pores disposés sur l'équateur du grain de pollen. Votre grain est alors triporé. Et puis, on peut augmenter le nombre de pores, mais ils sont toujours localisés sur l'équateur. On peut augmenter le nombre de pores, mais cette fois-ci disposés sur toute la surface du grain de pollen. Et de la même manière, vous pouvez augmenter le nombre, faire varier la position des sillons ou des colpores. Alors, l'ensemble de ces caractères morphologiques, les ornementations et les apertures, ainsi que la structuration de la membrane de l'exine, de la membrane externe du grain de pollen, vont, en étant combinés les uns avec les autres, assurer une très grande diversité morphologique des grains de pollen. Alors je vous ai mis quelques exemples ici pour vous montrer en fait ce que moi je qualifie un petit peu de beauté de ces objets que sont les grains de pollen. Il y a un certain esthétisme, je trouve, dans ces objets microscopiques. Alors j'ai choisi mes exemples parmi des plantes assez connues. Ici, le grain de pollen du tilleul. J'essaye de positionner. Les apertures sont ici au nombre de 3. Si vous deviez me qualifier ce système apertural, vous me diriez très certainement qu'il est triporé. C'est en fait un piège. Le grain de pollen de tilleul est tricolporé, mais la profondeur du sillon est très très réduite et donc, dans cette vue polaire, se confond avec le pore lui-même. Un exemple ici de grain de pollen tricolpé et les sillons, les 3 sillons s'observent, ce sont ces traces noires qui vont d'un pôle à l'autre du sillon. Vous en observez 2 ici, on devine le 3e ici en position centrale. C'est ici le grain de pollen du pavot, donc de la famille des Papaveracées. Un exemple de grain de pollen avec 6 sillons, la lavande, donc une plante méditerranéenne. Ici, un exemple de grain de pollen tricolporé, même si ce n'est pas forcément visible également dans cette vue, mais avec, en plus, une ornementation constituée d'échinules. Ce sont ces épines très visibles ici, en coupe optique, le long de l'équateur. C'est typique des plantes de la famille du chardon. Un autre exemple de plante tricolporée, de la même famille, c'est-à-dire des astéracées que le chardon, mais que l'on détermine au genre, la centaurée. La caractéristique chez les centaurées, c'est ce pore ici. C'est un grain de pollen qui est tricolporé avec un pore en position centrale qui est énorme et très rectangulaire. Un autre exemple de grain tricolporé sur le bas de cette diapositive, celui du châtaignier. Petit grain de pollen avec des sillons très très longs qui vont presque se rejoindre au niveau du pôle pour former ce que l'on qualifie un petit peu de fer à cheval. Et puis vous distinguez très bien ces tout petits pores en position centrale sur ces sillons. Et puis un grain un peu étrange ici, celui des éricacées, de la famille, le grain de pollen de la famille des éricacées. Les grains de pollen, lors des premières divisions lorsqu'ils sont fabriqués dans les anthères, au niveau des anthères, sont toujours fabriqués, enfin les premières divisions conduisent à un lot de 4 grains assemblés en tétrade, avec 3 grains dans un même plan et un 4e, vous le devinez ici, un 4e grain en position soit inférieure, soit supérieure par rapport au plan de nos 3 grains, de nos 3 autres grains. Ces grains de pollen, chez les éricacées, restent toujours dans cette position de tétrade, alors que pour tous les autres grains de pollen, la tétrade va se disloquer pour nous donner les grains isolés
comme ceux du tilleul, comme ceux de la centaurée, comme ceux du châtaignier. Donc vous voyez, le fait de rester en tétrade devient un caractère d'identification. Alors, on va en finir un petit peu quand même avec ces éléments de morphologie pollinique. C'est tout de même un palynologue, une étape obligée dans son apprentissage, que de se familiariser avec toutes ces formes pour savoir identifier les grains de pollen. Alors, l'observation du type de grain, de la taille, de sa forme, des apertures, de la sculpture, de la structure même de l'exine, tout ce que l'on vient d'évoquer, vont permettre de déterminer le grain, mais de le déterminer à un rang taxonomique qui n'est pas forcément toujours le même, qui est très rarement celui de l'espèce, le plus grand niveau de détermination, qui va être fréquemment celui du genre. En tout cas, vous pouvez noter que la plupart des arbres produisent des grains de pollen que l'on sait identifier au niveau du genre. Au niveau de la famille, le rang taxonomique supérieur, on saura identifier la plupart des herbacées. Il est très rare, ce sont plutôt des exceptions même, d'identifier des grains de pollen de plantes herbacées au niveau du genre. Alors, l'exemple qui en est donné, je suis reparti à nouveau de mon grain de pollen de tilleul. Dans la nature, un arbre, un tilleul à grandes feuilles, c'est Tilia platyphylos dans la classification linéenne, va, pour ce qui est de son grain de pollen, être identifié au niveau du genre, c'est-à-dire Tilia. Le deuxième exemple ici, celui d'une plante herbacée, la chicorée sauvage, c'est Sycorium intybus, une plante de la famille des astéracées, de la sous-famille des sycorioidés. Le grain de pollen de Sycorium intybus peut être, en microscopie optique, déterminé au rang de la sous-famille, à savoir les sycorioidés. On a donc, en observant la morphologie des grains de pollen, la possibilité de faire un lien, même s'il n'est pas forcément au même niveau taxinomique, entre le pollen et une plante actuelle. Alors maintenant, je voudrais vous emmener vers une étape suivante. On vient de parler de la relation pollen-plante. Je voudrais vous montrer maintenant comment l'étude des grains de pollen peut nous permettre d'approcher non pas la plante, mais l'ensemble des plantes composant l'environnement végétal actuel. Pour l'instant, je me place dans une démarche actuelle. Pour cela, pour faire ce lien entre pollen et environnement végétal, il faut s'intéresser au mode de dispersion des grains de pollen. Et là, les stratégies selon les plantes ne vont pas forcément être identiques. Certaines plantes sont dites anémogames. Elles produisent de très grandes quantités de pollen qu'elles disséminent par le vent. C'est-à-dire que la rencontre entre le grain de pollen et l'ovaire va se faire de manière très très aléatoire. Imaginez, ce sont deux éléments microscopiques qui doivent se rencontrer dans un espace, dans un volume qui, par opposition, est presque infini. Il faut donc que la plante produise, pour pallier à cette statistique assez faible de rencontres, il faut que la plante produise une très grande quantité de grains de pollen. D'autres plantes, celles entomogames, vont s'en remettre à la dispersion de leur matériel pollinique par les insectes. Un insecte ou un oiseau ici, donc ça peut être, c'est pas uniquement les insectes, pardon, c'est ça que je voulais dire, va, en passant, en butinant une plante pour aller chercher le nectar, se couvrir fortuitement de grains de pollen au moment de la pollinisation de la plante. Puis en passant sur une autre plante, pour aller continuer de chercher du nectar, si la plante est de la même espèce, va déposer ces grains de pollen et permettre une fécondation, va optimiser en quelque sorte
la probabilité de rencontre entre le microscopique grain de pollen et le microscopique ovaire. Ces plantes entomogames vont être de plus faibles productrices polliniques. Enfin, un mode de dispersion plus anecdotique, en tout cas d'un point de vue dispersion primaire, celui qui concerne les plantes d'eau, qui vont être, que l'on va qualifier de plantes hydrogames si elles dispersent leurs grains de pollen par des courants d'eau, en déposant dans l'eau et en laissant, par le transport dans l'eau, se faire le hasard d'une rencontre entre gamétophytes mâles et femelles. J'ai parlé de transport primaire pour ces plantes hydrogames, enfin de dispersion primaire, mais il faut aussi imaginer, ça va plus nous intéresser lorsque l'on veut étudier les environnements du passé, il faut aussi penser que cela peut aussi, ce transport par les cours d'eau, concerner des plantes anémogames qui, en dispersant une très grande quantité de pollen dans l'atmosphère, ces grains de pollen finissant par se déposer sur la croûte terrestre, peuvent se trouver déposés dans des cours d'eau, transportés donc de manière secondaire par les cours d'eau pour aller parfois jusqu'à l'océan. Alors, si l'on se rappelle qu'on peut faire le lien pollen-plante en étudiant les caractères morphologiques des grains de pollen, si l'on ajoute à cela que l'émission en grande quantité et la dispersion plus ou moins grande distance permet d'avoir une belle approche statistique de la végétation, eh bien, on peut établir cette relation pollen-végétation actuelle. Il va être possible, en étudiant le contenu en pollen d'un échantillon de terre, si vous voulez, ou alors dans des pièges à pollen, les mousses sont des pièges naturels à grains de pollen, eh bien, il va être possible d'extraire un contenu pollinique qui, finalement, nous donne comme une signature d'un type de végétation. Et pour cela, je vous ai mis deux exemples très contrastés. La forêt, prélevez un échantillon de surface sur le sol d'une forêt, extrayez-en le pollen et vous aurez une signature pollinique vous montrant les arbres présents dans votre forêt. Ici, j'ai pris l'exemple, cette photo, elle a été faite dans la forêt de Fontainebleau. Forêt de Fontainebleau qui est une chênaie charmée, assez classique. Et les grains de pollen que vous y trouverez seront des charmes, ce sont ces gros grains de pollen, des chênes, ce sont ces plus petits grains de pollen, et accompagnés de quelques tilleuls qui sont ces arbres qui forment la chênaie caducifoliée que l'on trouve dans toute l'Europe tempérée. Un autre exemple, celui de la signature pollinique de ce paysage très découvert, c'est une steppe d'Asie centrale. Même manière d'extraire le grain de pollen, il suffit de prélever un échantillon de surface, un peu de terre, d'en extraire les grains de pollen pour voir la signature pollinique des plantes herbacées présentes dans le milieu. Ici, ces plantes seront essentiellement des graminées, ce sont ces grains de pollen ici, monoporés, des armoises aussi, ce sont ces grains de pollen ici, tricolporés, ou encore des éphédras. En tout cas, vous pouvez constater que la signature pollinique, les formes des grains de pollen sont bien différentes et que, avec la palynologie, il est possible de différencier des milieux très boisés comme les forêts, de milieux très découverts comme les steppes. Jusqu'alors, je n'ai parlé que d'études palynologiques actuelles. Alors, on va maintenant faire une étape supplémentaire. On va aller, je vais vous amener vers l'application de la palynologie à la reconstitution des environnements du passé. Rappelez-vous ce petit schéma, on l'a vu tout à l'heure au début de la présentation.
C'est une coupe schématique qui vous montre l'exine, cette membrane la plus externe du grain de pollen, constituée de sporopollénine. Je vous avais dit que c'était un polymère extrêmement résistant. Alors, le grain de pollen, lorsqu'il est émis par les plantes, c'est un matériel vivant, il va être dispersé dans l'atmosphère, soit par le vent, soit par les insectes, soit par l'eau. Certains grains de pollen vont féconder un ovaire, mais beaucoup, la plus grande majorité d'ailleurs, va finir par se déposer sur le sol, au fond d'un lac, au fond d'une tourbière, au fond d'un océan même. Et très vite, le grain de pollen va perdre son côté vivant. Le cytoplasme qui est à l'intérieur va se dégrader. Et également, la membrane la plus interne, l'intine, faite de cellulose, va très vite se dégrader. Par contre, l'exine, elle, va se conserver. Elle va se conserver dans certains types de dépôts, c'est-à-dire que, certes, c'est un biopolymère extrêmement résistant, toutefois, cette exine peut être détruite en cas d'attaque oxydante. Donc les grains de pollen, si on veut qu'ils se conservent sur de très longues durées, doivent être enfouis très rapidement pour ne pas être exposés à l'oxygène. Et dans ce cas, les sédiments marins sont bien sûr idéaux pour la conservation du pollen. Également, les sédiments lacustres au fond du lac, ou encore les sédiments issus de tourbières, les sédiments très organiques issus de tourbières. Alors, si ces grains de pollen sont conservés dans ces sédiments, ces grains de pollen qui se sont déposés sur le sol, puis qui ont été enfouis au cours du temps pour finir par constituer une série sédimentaire, eh bien, il va devenir intéressant de faire des carottages, c'est-à-dire d'aller prélever de longues séquences de sédiments au fond des océans ou au fond d'un lac, ou alors d'aller carotter une zone de tourbière pour extraire les grains de pollen en échantillonnant tout au long de la carotte. Sur une carotte telle que celle-ci, prélevée dans un lac pyrénéen, les sédiments les plus profonds vont être les plus anciens en âge, les sédiments vers la surface du fond du lac vont être les plus jeunes. Si le pollen y est conservé, les grains de pollen extraits d'un échantillon à la base de la carotte vont donc nous montrer, s'ils se sont bien conservés, la composition de la végétation au moment du dépôt de ces grains de pollen. L'intérêt d'avoir à disposition une longue carotte sédimentaire, c'est qu'il va être possible d'échantillonner tout au long de cette carotte et ainsi espérer sortir des diagrammes polliniques qui montrent la composition de la végétation dans le passé, à des instants T successifs. Et donc, avec cette dimension du temps, on va pouvoir suivre les grands changements de la végétation au cours du temps. Et effectivement, on va maintenant rentrer dans l'application même de la palynologie à la reconstitution des environnements au cours du Quaternaire. Alors le Quaternaire, je vais quand même le rappeler, c'est la dernière ère géologique de l'histoire de la Terre et elle débute, cette ère géologique, il y a 2 600 000 ans. Qu'est-ce qui la caractérise d'un point de vue géologique ? Il faut pour cela trouver un événement global. En fait, ça a fait l'objet de longs débats, ça. Le Quaternaire a d'abord été identifié comme étant la période géologique où apparaissait le genre Homo. Mais c'était quand même une définition qui était un petit peu anthropocentrée. Et puis surtout, l'émergence du genre Homo, c'est un phénomène qui est diachronique à l'échelle de la Terre. On sait très bien que les fossiles les plus anciens se trouvent en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, puis qu'il y a eu une diffusion. Et donc, on ne peut pas raisonner avec une telle définition si l'on travaille par exemple en Europe. Et donc, l'événement global enregistré partout à l'échelle sur le globe pour les 2,6 derniers millions d'années, c'est l'émergence et la répétition
de cycle climatique. Pour la première fois, on va avoir des périodes très brèves, on est quand même dans des échelles de temps géologiques, hein, mais c'est le millier d'années là en l'occurrence, donc c'est des périodes assez brèves lorsque l'on discute géologie. Mais donc, on va avoir se répéter au cours des 2,6 derniers millions d'années des alternances de cycles climatiques qui enchaînent des phases froides, dites périodes glaciaires, avec des phases chaudes, dites périodes interglaciaires. Alors, j'ai figuré en partie centrale, ici, sur cette diapositive, une courbe qui est celle du ratio, enfin de l'oxygène, d'un isotope de l'oxygène, du ratio oxygène 18 sur oxygène 16, qui en fait reflète très bien cette cyclicité climatique. C'est cette courbe qui est à la base de toutes les études paléoclimatiques. C'est sorti des analyses faites sur les isotopes piégés dans les bulles d'air des carottes prélevées au niveau des calottes glaciaires, au pôle. Alors, cette courbe, elle alterne donc des périodes de forte valeur et puis des périodes de plus faible valeur. Et les périodes de plus forte valeur coïncident avec des périodes chaudes et humides, alors que les périodes de plus faible valeur coïncident avec des périodes où le climat se refroidissait nettement et où les précipitations diminuaient fortement. Alors, dans ces conditions, la végétation étant très sensible au changement climatique, on va voir si l'on peut disposer d'une longue séquence sédimentaire et y mener une analyse polynique. On va voir des alternances de paysages nous menant de périodes où le couvert était très boisé, lors des périodes chaudes et humides interglaciaires, et puis des périodes où le couvert végétal va s'ouvrir, le paysage va nettement s'ouvrir, le couvert végétal va être dominé par des herbacées à la faveur d'un refroidissement climatique et d'une aridification croissante. Alors, ce que l'on va voir maintenant, c'est comment s'est mis en place progressivement au cours de ces 2,6 derniers millions d'années la végétation actuelle. Pour cela, je vous présente juste, parce qu'on va en reparler après, cette échelle stratigraphique. On sera amené à parler de quelques étages au sein du Quaternaire. Le Pléistocène inférieur, qui est la tranche chronologique allant de 2,6 millions d'années à 780 000 ans. C'est suivi du Pléistocène moyen qui se termine il y a 127 000 ans, puis du Pléistocène supérieur. Le Pléistocène supérieur, c'est le dernier cycle climatique, c'est-à-dire que cela couvre une période de temps qui englobe le dernier interglaciaire et le dernier glaciaire. Ce n'est pas l'interglaciaire actuel. Le Pléistocène supérieur, le dernier cycle climatique, couvre de 127 000 à 10 500 ans environ. Pour la suite, pour le réchauffement qui nous mène vers l'actuel, on change d'étage géologique pour entrer dans l'Holocène. Je n'avais pas la place pour l'écrire, c'est ce H ici que vous voyez. Et au cours de l'Holocène se déroulera une autre histoire qui est celle de la néolithisation en préhistoire. Et ça, on aura l'occasion d'en discuter au cours de ce cycle de 3 conférences, de 3 cours publics. Alors, au cours du Quaternaire, ce que l'on a remarqué, ça ce sont des études paléoclimatiques qui l'ont montré, c'est que la durée des cycles avait varié. Pour les périodes les plus anciennes du Quaternaire, les cycles étaient rapides, 41 000 ans. Pour les parties les plus récentes qui nous amènent vers l'actuel, la durée des cycles s'est allongée, 100 000 ans. Nous allons voir dans les diapositives suivantes comment cela a pu changer, impacter la végétation. Alors tout d'abord, ce petit schéma, c'est un modèle qui nous montre comment, au cours d'un cycle climatique, c'est-à-dire au cours d'un glaciaire et d'un interglaciaire, les 2 paramètres, température et humidité, varient.
Et vous observez que ces deux paramètres climatiques n'oscillent pas en phase. Il y a un décalage avec des minima de température qui surviennent avant les minima d'humidité. Inversement, les maxima d'humidité surviennent avant les maxima de température. Au final, ce schéma s'observe toujours et on peut proposer 4 étapes au sein d'un cycle climatique. Avec tout d'abord l'optimum de la période glaciaire. C'est le moment où les températures sont les plus basses, où l'aridité est la plus importante. La deuxième étape nous fait entrer dans l'interglaciaire. Les températures commencent à augmenter, l'humidité va être en augmentation également, mais légèrement décalée. La troisième étape va correspondre à l'optimum de l'interglaciaire. Lors de l'optimum interglaciaire, les températures et les précipitations sont dans leur valeur maximale. Enfin, les interglaciaires s'achèvent par un moment de chute des températures, relayé ensuite par une chute de l'humidité. C'est l'entrée en glaciation. Et voici un autre mode de représentation sur cette petite figure en bas, qui nous montre justement ce décalage entre optimum des températures et des précipitations, décalage également entre les minima de température et les minima de précipitation. Cela va conditionner la dynamique de la végétation. Lors de l'interglaciaire, 3 phases en Europe, j'entends, vont se distinguer, avec tout d'abord le développement d'une forêt pionnière lors du début de l'interglaciaire, le développement d'une forêt de feuillus caducifoliés lors de l'optimum de l'interglaciaire, puis en fin d'interglaciaire, en entrée vers le glaciaire suivant, le remplacement de cette forêt d'arbres caducifoliés par une forêt de conifères, où se mêle également le hêtre. Enfin, lors du glaciaire, les arbres régressent totalement du paysage pour laisser la place à des herbacées. On a une végétation totalement ouverte. Alors c'est très schématique, mais c'est ce que montrent les études faites sur des longues séquences sédimentaires. C'est une répétition de ce mécanisme, de ce pattern qui se reproduit cycle après cycle, et pour le climat, et pour la réponse de la végétation au changement climatique. Un peu d'illustration quand même, et là je vous parle jusqu'alors de la végétation, de la réponse de la végétation au changement climatique au cours du Quaternaire, mais tout de même il faut, pour pouvoir comprendre ces changements de végétation, savoir ce qu'il y avait avant. Avant ces cycles climatiques, vous devez imaginer le continent européen recouvert par une forêt tropicale et subtropicale. Donc un couvert arboré très dense, associé à un climat, correspondant à un climat très humide et avec des températures très élevées, proches de ce que l'on connaît actuellement dans les zones subtropicales et tropicales. La flore, bien sûr, n'avait rien à voir avec la flore actuelle que l'on connaît sur le continent européen. Mais on parle de végétation relique pour les vestiges de cette flore que l'on va retrouver dans nos séries quaternaires, puisque cette végétation tropicale, subtropicale, elle ne va pas disparaître d'un seul coup. Quand les cycles climatiques vont se mettre en place, certaines plantes tropicales sont extrêmement exigeantes face à la variation des températures. S'il y a une petite phase, même peu marquée, d'aridité, elles ne vont pas pouvoir survivre, elles ne se redévelopperont pas lors de l'interglaciaire suivant. Par contre, d'autres plantes
subtropicales ont une écologie un peu plus tolérante. Elles vont pouvoir perdurer, mais ce n'est que en intensifiant au cours du Quaternaire les phases glaciaires que peu à peu on va les voir régresser et disparaître complètement du paysage, ces végétaux, enfin ces plantes à affinité subtropicale et tropicale. Alors, un exemple, ça c'est un diagramme, c'est le palynologue cherche à construire ceci lorsqu'il mène ses études sur des séries sédimentaires. Ce diagramme, il vous montre horizontalement la composition de la végétation, ici du pin, la courbe du chêne, la courbe du caria, la courbe des bétulacées, la courbe des ulmacées comme l'orme, la courbe des éricacées comme la bruyère. Vous avez ici une lecture horizontale qui vous donne la composition de la végétation à un instant T, si vous vous déplacez horizontalement. La lecture verticale, c'est une lecture chronologique. Elle vous montre donc comment un taxon va varier au cours du temps, les temps les plus anciens étant à la base du diagramme. On a donc une lecture et de la composition de la végétation et de ses changements au cours du temps. Alors, ces plantes dont je vous ai parlé, subtropicales, on en a un bel exemple ici de leur persistance, mais quand même de leur régression en entrant dans le Quaternaire. Cette séquence, elle a été obtenue dans le sud de l'Italie. C'est la série de Crotone. Cette série, elle est datée entre 2,3 et 2,1 millions d'années. Nous sommes donc, depuis 500 000 ans déjà, entrés dans le Quaternaire, et la végétation supporte, depuis 500 000 ans, des alternances de cycles, des répétitions de cycles climatiques rapides tous les 41 000 ans, avec notamment des phases glaciaires où les températures chutent et où l'aridité devient plus importante. Et vous voyez ici ce taxon des taxodiacées qui arrive à se développer encore ponctuellement dans des valeurs très importantes, puis vers le sommet de la séquence, on voit que même s'il y a des interglaciaires, et il y en a, il y a des phases où le chêne se développe de manière très importante ici, eh bien, ces taxodiacées ne vont plus réussir à se développer parce que les glaciaires précédents sont trop intenses en termes d'absence de précipitation pour permettre la survie et le redéveloppement au cours de l'interglaciaire suivant. Alors les taxodiacées, pour un peu vous replacer un arbre en tête, ce sont les séquoias notamment. Donc les séquoias disparaissent d'Europe méditerranéenne vers 2 millions d'années. Alors, quelques schémas pour vous montrer justement les grandes caractéristiques de la dynamique de végétation pendant ces cycles climatiques du début du Quaternaire. Et il faut tout de même opposer les régions tempérées de l'Europe avec les régions méditerranéennes. L'aridité saisonnière que connaît la Méditerranée se met en place avant le début du Quaternaire, et cette aridité saisonnière qui vient s'ajouter aux variations globales au cours d'un cycle climatique du régime des précipitations, eh bien ça va tout de même faire réagir différemment la végétation selon que l'on est en zone tempérée, où il n'y a pas cette aridité saisonnière, et où que l'on soit en région méditerranéenne. Un cycle de 41 000 ans en région tempérée, vous avez environ 25 000 ans du temps de ce cycle où la végétation, où le climat, est de type glaciaire, et pendant laquelle se développe une prairie sèche, donc des herbacées, qui constituent une prairie sèche. Le climat commence à se réchauffer. Dans ce cas, va se mettre en place une forêt d'arbres pionniers. Les arbres pionniers, ce sont le bouleau, le genévrier par exemple, le noisetier également, des arbres qui sont héliophiles, qui ont besoin de lumière, qui ont besoin qu'il n'y ait pas de compétition avec des grands arbres feuillus pour pouvoir se développer. Le réchauffement interglaciaire s'amplifie. Justement, ces grands arbres feuillus vont pouvoir se développer, se mettre en place, et
vous allez avoir le remplacement de cette forêt pionnière par une forêt tempérée dans laquelle sont présents de rares taxons subtropicaux. Nous sommes au début encore du Quaternaire et donc il y a encore des taxons subtropicaux, les moins exigeants on va dire, qui arrivent à se redévelopper lors des périodes interglaciaires. En fin d'interglaciaire, les températures commencent à diminuer, les précipitations sont encore suffisamment importantes. Cela permet la mise en place, le remplacement plutôt de cette forêt tempérée par une forêt de conifères. Et le cycle suivant peut commencer, on retourne en période glaciaire. En domaine méditerranéen, le schéma est sensiblement le même, tout au moins en termes de durée. Toujours 25 000 ans pour la période glaciaire, ce qui veut dire que la période interglaciaire dure 15 000 ans, bien sûr. Donc, la petite différence, elle tient à la composition initiale de la végétation liée à cette aridité saisonnière. Les prairies sèches vont être mêlées aussi à des couvertures plus stépiques, plus nettement stépiques, lors des périodes glaciaires. Puis, lors de l'interglaciaire, vous verrez 3 phases à nouveau se mettre en place dans la dynamique de la végétation, avec cette même première étape de mise en place d'une forêt d'arbres pionniers, relayée ensuite lors de l'optimum interglaciaire par une forêt d'arbres tempérés où sont bien présents les taxons subtropicaux, puis, en fin d'interglaciaire, développement de la forêt de conifères. On passe maintenant aux périodes les plus récentes du Quaternaire. Nous sommes donc au Pléistocène moyen. La durée des cycles climatiques s'allonge, 100 000 ans. C'est plus de 2 fois la durée des cycles climatiques précédents du début du Quaternaire. Et sur un cycle à 100 000 ans, c'est essentiellement la durée de la période glaciaire qui s'allonge. Près de 80 000 ans du cycle climatique correspondent à une période glaciaire. L'interglaciaire, lui, va durer entre 15 et 20 000 ans. Sa durée, finalement, varie très peu par rapport à la durée des interglaciaires dans les cycles plus brefs précédents. Bien sûr, qui dit durée plus longue de glaciaire, dit impact sur la végétation pendant tout le cycle climatique. Et non seulement le cycle est plus long, enfin la durée du glaciaire est plus longue, mais également son intensité. Ça se voyait très bien tout à l'heure sur la courbe de l'isotope de l'oxygène où on voyait une tendance vers des valeurs de plus en plus négatives du ratio au fur et à mesure que l'on allait vers les périodes actuelles. Glaciaire plus long, glaciaire plus intense, en domaine tempéré européen, c'est une prairie sèche et des steppes qui se développent. C'est-à-dire que l'aridité permet le développement de taxons steppiques et une couverture steppique va pouvoir se développer aux latitudes assez élevées. Lors de l'interglaciaire, vous aurez un schéma assez semblable à ceux des cycles précédents quant à la dynamique de végétation, avec d'abord une phase à arbres pionniers, puis une phase forêt tempérée. Alors au début vers 600 000 ans, vous trouvez encore quelques rares taxons subtropicaux, mais très rapidement ils vont totalement disparaître pour ne laisser la place qu'à la stricte forêt d'arbres caducifoliés que nous connaissons actuellement à Rambouillet, à Fontainebleau, pour ce qui est de la région parisienne. Et enfin, fin de l'interglaciaire, cette forêt de conifères qui réapparaît également. Alors l'équivalent en région méditerranéenne, vous l'attendiez. Là, lors du glaciaire, pendant les 80 000 ans marqués par des températures basses et une très forte aridité, c'est la steppe avec quelques autres herbacées qui dominent dans les paysages. Il n'est plus question de prairies là, mais vraiment de steppe. Vous devez imaginer des paysages assez proches de ceux de la Tunisie centrale, enfin, ou du Maghreb d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore rentré dans le désert, bien sûr, mais on a des paysages très très ouverts
est très marquée par l'aridité. Lors de l'interglaciaire, 3 étapes toujours, mais avec un changement lors de l'optimum interglaciaire. On observe toujours cette mise en place d'arbres pionniers en tout début d'interglaciaire, à la faveur de la reprise des températures, puis de la reprise de l'humidité. Lors de l'optimum, va se mettre en place une forêt tempérée auxquelles vont venir se mêler des taxons méditerranéens. Ce sont ces taxons qui constituent actuellement la forêt méditerranéenne, que l'on connaît bien, comme le chêne vert par exemple, qui vont venir se mêler aux éléments de la forêt tempérée caducifoliée. Quelques rares taxons subtropicaux sont encore présents, peuvent encore être présents, mais au tout début du Pléistocène moyen. Ils vont très vite disparaître. À partir de 350 000 ans avant notre ère, on n'aura plus ces taxons subtropicaux qui trouvaient leur origine lors des périodes antéquaternaires. Et enfin, toujours cette même terminaison d'interglaciaire ou d'entrée en glaciation avec le développement de cette forêt de conifères. Alors, ce sont des schémas, mais ce sont des schémas qui ont été acquis à partir des nombreuses études entreprises sur des séquences sédimentaires de référence. Et je voulais terminer ce premier cours en vous montrant tout de même un de ces diagrammes qui ont permis de définir ces représentations schématiques de dynamique de la végétation au cours d'un cycle climatique. Vous avez ici un diagramme polynique très synthétique qui a été obtenu, c'est la séquence du Velay. Nous sommes dans le Massif central, sur les contreforts du sud du Massif central. Et cette séquence, elle est vraiment extraordinaire. C'était des collègues du laboratoire de Marseille qui avaient fait cette étude dans les années 90 et qui l'ont largement et longuement publiée pendant près de 20 ans, tellement il y avait une richesse d'informations qui pouvait être exploitée. Vous pouvez voir que cette séquence du Velay a enregistré 4 cycles climatiques complets d'histoire de la végétation, soit près de 400 000 ans sans interruption de dynamique de la végétation en réponse au changement climatique. Alors ce type de séquence, c'est assez rare. Il y a peu de palynologues qui ont eu la chance d'étudier dans leur carrière ce type de séquence vraiment exceptionnelle. Que montre cette séquence du Velay? Eh bien, on va commencer par s'intéresser aux interglaciaires. Les arbres ici, qui se développent lors de l'interglaciaire, ont été rangés pour permettre de bien identifier les 3 phases successives, avec tout d'abord la forêt pionnière, à base de genévrier et de bouleaux. Elle se développe toujours, je commence par la base ici, pardon, elle se développe toujours, cette forêt pionnière, au début des interglaciaires. J'ai surligné ici ce pic de bouleaux, également ici ce pic de bouleaux, un peu moins facile à observer sur ce diagramme synthétique. Un peu là, ici, un beau développement du bouleau en tout début d'interglaciaire, et enfin, sur ce dernier interglaciaire, celui qui nous mène vers l'actuel, un développement simultané et du bouleau et du genévrier. L'interglaciaire se poursuit, c'est-à-dire que les températures et les précipitations vont arriver à leur optimum. Lors de cet optimum climatique, se développe la forêt d'arbres caducifoliés. C'est la dynamique successive d'apparition-disparition des feuillus que sont le chêne, le noisetier, l'if, le charme. Mais on pourrait ajouter également le frêne, le tilleul, pour des forêts, pas classiques, ce n'est pas le bon terme, mais sur un diagramme polynique détaillé, on pourrait également observer ces autres taxons qui n'ont pas été mis ici parce que leurs valeurs ne sont pas suffisantes pour justifier d'apparaître sur ce diagramme simplifié. Juste une remarque au sujet de nos fameux taxons subtropicaux. Vous avez ici le ptérocaria qui se développe
au cours de cet interglaciaire à la base de la séquence du Velay. Il se développe ici, mais si vous regardez ensuite dans le reste de la séquence, vous constatez qu'au cours des interglaciaires suivants, le ptérocarrier ne se développera plus. Il y a ici un effet des glaciaires qui deviennent de plus en plus intenses et qui durent près de 80 000 ans, qui ne vont plus permettre la réapparition du ptérocarrier lors des épisodes interglaciaires. Donc, dernière apparition ici, vers 350 000 ans, au Velay, du ptérocarrier. C'est un arbre de la famille des Juglandacées, donc au même titre que le noyer, par exemple. Dernière étape de développement forestier lors de l'interglaciaire, la mise en place de notre forêt de conifères, qui va aussi être accompagnée du hêtre. Vous avez le sapin, vous avez l'épicéa, et donc aussi le hêtre, qui se développe en remplacement de notre forêt d'arbres caducifoliés. Et vous voyez que nous sommes bien en chronologie d'apparition successive de ces différentes forêts au cours de l'interglaciaire, et qu'il y a donc bien une réponse très différenciée de la végétation en fonction des paramètres climatiques lors de l'interglaciaire. Cette apparition de la forêt de conifères, elle correspond vraiment à la terminaison de l'interglaciaire avec une chute des températures qui s'amorce, mais une humidité encore persistante pendant quelques millénaires qui permet le développement de ces arbres peu exigeants en termes de température. Et enfin, pour boucler notre cycle climatique, il faut quand même parler du glaciaire. Ces glaciaires, ces phases glaciaires, elles sont enregistrées avec le développement des graminées, ici en jaune, et des plantes steppiques, figurées en rouge. Nous avons donc, lors de ces phases glaciaires, la mise en place soit d'une prairie sèche, si ce sont plutôt les graminées qui dominent le paysage, soit d'une steppe, si l'armoise se met en place dans les paysages après l'interglaciaire. Cela va dépendre de l'intensité de l'aridité, je pense, cette dualité entre prairie sèche ou développement d'une steppe. Alors, pour en terminer, je ne voulais quand même pas finir cette séquence sans vous présenter le magnifique diagramme de la Grande Pile. Nous sommes dans les Vosges, donc à l'est de la France. Pourquoi je souhaite vous montrer ce diagramme? Parce que c'est le plus, je pense, la plus belle illustration que l'on peut donner quant à la solidité de notre discipline pour restituer les réponses de la végétation en réponse aux variations du climat au cours du Quaternaire. Cette séquence de la Grande Pile, elle enregistre à très haute résolution la dynamique de la végétation au cours du dernier cycle climatique. La séquence débute il y a 150 000 ans et très vite, vers 127 000 ans, vous pouvez voir que notre paysage, qui à la base était dominé ici par les herbacées, va être remplacé par une forêt d'arbres tempérés. Et si vous regardez la composition de cette forêt d'arbres tempérés, vous verrez cette même logique que celle que je vous ai exposée précédemment, avec tout d'abord cette phase de développement d'une forêt pionnière. Vous voyez ce pic du bouleau qui très vite va régresser pour laisser la place aux feuillus, avec l'orme, le chêne, le noisetier, le frêne, l'aulne, l'if, le charme enfin, qui se développe le plus tardivement, ayant les exigences écologiques les plus fortes en termes de climat, donc en termes de température et en termes d'humidité. Et puis, fin d'interglaciaire, nous sommes ici vers 120 000, 115 000 ans avant notre ère, mise en place d'une forêt de conifères. On a donc ici une magnifique décomposition de la dynamique de la végétation au cours d'un interglaciaire, puis commence une autre histoire, l'histoire du glaciaire, avec donc l'entrée en glaciation qui est marquée ici par cette première très forte perturbation au sein du paysage, ce développement très marqué des herbacées qui se fait au détriment des arbres qui régressent très fortement. Alors bien sûr,
vous pouvez voir que par la suite, les arbres vont réussir à se redévelopper. Mais jamais vous n'aurez cette dynamique complète de la végétation qui est la seule à caractériser une longue période interglaciaire. Cette reprise ici ponctuelle des arbres, on l'a une première fois ici dans un épisode que l'on appelle le Saint-Germain 1, plus brièvement ici dans cet épisode que l'on appelle le Saint-Germain 2, correspondent à des périodes d'instabilité climatique au tout début de la période glaciaire. C'est ce que l'on appelle un interstade, c'est-à-dire une brève, trop brève période de réchauffement au sein d'une période globalement froide, qui certes permet la réapparition de certains arbres, mais qui ne va jamais voir une dynamique complète de développement de ces arbres se mettre en place. Ça, c'est seulement lors des interglaciaires que vous observerez une telle dynamique complète. Donc il y a quelques termes là qui sont importants à retenir, surtout en prévision des cours qui vont suivre. Glaciaire, interglaciaire, mais aussi interstade, parce que ces brèves périodes qui peuvent venir au sein d'une phase largement glaciaire, ça va être assez intéressant d'aller les analyser dans le détail lorsque l'on commence à s'intéresser à l'environnement des populations humaines au cours de cette période géologique qu'est le Quaternaire. Alors ça va faire l'objet de nos cours la semaine prochaine, c'est-à-dire que partant de ce background, en quelque sorte, qui montre le schéma général de l'évolution de la végétation au cours du Quaternaire, on va venir s'intéresser directement, plus localement, à l'environnement de l'homme. Et les deux séances qui vont suivre, la première s'intéressera aux périodes anciennes, celles que l'on qualifie de paléolithiques, en préhistoire, périodes pendant lesquelles l'homme s'est adapté au changement climatique, mais périodes pendant lesquelles l'homme n'a jamais laissé de traces dans les paysages végétaux. La dernière de nos trois séances, de nos trois cours, s'intéressera à cette partie la plus récente de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, avec le néolithique, période pendant laquelle les hommes vont se sédentariser et vont développer, vont mettre en place de nouvelles techniques comme l'agriculture, comme le pastoralisme, techniques révolutionnaires au sein de la préhistoire, mais qui surtout vont profondément commencer à marquer l'histoire des paysages. Donc on va s'intéresser à tout cela à partir de la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Voilà. Merci de votre exposé. J'ai bien compris que un cycle climatique comportait 4 étapes. J'ai bien compris aussi que c'était une schématisation. Mais il n'empêche, quand on vient du glaciaire à la forêt pionnière, d'où viennent les graines de bouleau? Quand on passe de cette forêt pionnière à la période interglaciaire pleine, d'où viennent les graines de chêne, etc. Donc d'une étape à l'autre, entre les 4 étapes, d'où viennent les graines de graminées après, oui, etc. Donc alors, ça a l'air bien coupé au ciseau, ça. Oui, oui. Alors, ce que je n'ai peut-être pas... non, je ne l'ai pas présenté ce point, mais l'analyse polynique que vous menez, elle est faite en un point de votre continent. Actuellement, si vous regardez la distribution de la végétation sur le continent européen, vous voyez que nos régions autour du bassin parisien permettent le développement de la forêt de type chêné. Si vous vous déplacez vers les hautes latitudes, je pense notamment vers la Scandinavie, vous savez que cette forêt n'est pas la même, qu'elle est constituée essentiellement de conifères.
Également, si vous restez dans nos mêmes latitudes, mais que vous vous déplacez vers des zones montagneuses, lorsque vous montez depuis le fond de vallée jusqu'à un sommet d'un col alpin, vous traversez successivement des paysages différents. Tout d'abord, vous allez sur les plaines, les collines, rencontrer les forêts d'arbres feuillus, les chênes, les charmes, les frênes. Puis en montant, vous allez rentrer dans les forêts de conifères, sapins, épicéas, avant d'arriver vers les prairies alpines où les arbres ne poussent plus et où le couvert végétal est dominé par des herbacées. Donc la végétation bouge. En fait, ce qui existe actuellement est le fait d'une histoire qui a vu bouger ces différentes limites, ces différents biomes de végétation dans l'espace. C'est-à-dire que dans le temps, au cours de l'histoire géologique, on voit bouger, se déplacer ces différents biomes. Donc, il n'est pas question d'avoir une graine qui reste sur place et qui germerait 80 000 ans plus tard, si c'est un petit peu le sens de la question que vous posiez. Il faut plutôt voir cette végétation revenir coloniser un espace dès que les conditions le lui permettent. Dès que le réchauffement, dès que les températures ou le régime des précipitations va atteindre ses caractéristiques écologiques, eh bien la plante va pouvoir migrer. Et là, la migration, elle se fait par reproduction. Exactement. Je crois que vous avez pu... On peut lire actuellement des papiers qui sont extrêmement intéressants sur le déplacement, par exemple, de la vigne. La vigne, c'est une plante qui supporte très très bien l'aridité. À contrario, elle n'aime pas trop les zones très humides. Et on commence à voir la vigne remonter. On commence également à voir les périodes de pollinisation se décaler même au cours saisonnièrement. Parce que les hivers sont beaucoup moins rigoureux et que les bourgeons peuvent se développer beaucoup plus rapidement, fleurir plus rapidement, et la période de pollinisation va arriver plus rapidement dans l'année. Ça, c'est des mécanismes que l'on observe actuellement, mais qui, bien sûr, tiennent à un dérèglement climatique. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, par contre, de ces aspects. Merci, il y a une question ici. Alors, il y a juste un petit élément de votre exposé qui m'a un petit peu amusé, c'est que le pollen du pavot ressemble assez fortement au ballon d'un spore de brute. J'ai pas compris, pardon. Non, c'est que le pollen du pavot ressemble assez fortement au ballon d'un sport collectif pratiqué par des brutes, des gentlemen qui font ce sport de brute. Alors, est-ce que le pavot a une influence pour que les brutes soient des gentlemen ou les gentlemen soient des brutes? Non, c'était un exemple de morphologie pollinique que je souhaitais donner. Il était donné aussi au titre que c'est une plante très mellifère et qui est très visitée par les insectes et que donc on peut nous retrouver incidemment dans les sédiments. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, monsieur, oui, bonsoir. Il y a deux questions. La première, c'est juste histoire de savoir si l'exine est de nature protéique ou glucidique. Et la deuxième, c'est est-ce que quand on cherche les pollens anciens, est-ce qu'on arriverait vraiment à avoir tous les pollens de tous les taxons qui existaient? Est-ce qu'on n'a pas de limite pour reconstituer Alors, la deuxième question est très intéressante parce que moi... Excusez-moi, le micro, s'il vous plaît. Oui. La première question, c'est plutôt protéique. Oui. C'est par contre une formule chimique qui est très mal connue encore à ce jour quant à sa formule complète. Pour la deuxième question, c'est extrêmement intéressant. Ce que vous posez là comme question, à savoir, chez nous, dans nos thématiques de recherche, on appelle ça la conservation différentielle. Alors, on a la chance que l'étude de nos grains de pollen enfouis et conservés dans les sédiments, on peut étalonner
cette étude à partir d'approches actualistes. Et donc il y a eu de nombreuses études qui ont été faites pour essayer de comprendre la dispersion pollinique, la production également pollinique, parce qu'à travers votre question, peut in fine, alors on peut finalement se poser la question de est-ce que tout est conservé, est-ce que certains ne vont pas être détruits quand d'autres vont être conservés, mais il y a aussi à l'origine même la question est-ce que 80% d'une espèce pollinique signifie 80% de cette plante dans la couverture végétale. Et là, on a eu des études actualistes qui nous ont permis de calibrer tous nos signaux. Il y a encore des études en cours, hein. Il y a maintenant des études très poussées qui sont faites pour calculer les indices de production pollinique et les appliquer ensuite, à travers des algorithmes, à l'analyse croisée biogéographique pour vraiment être au plus près, corriger les éventuels surproducteurs, corriger également les petits producteurs polliniques, mais qui pourraient être présents, mais écrasés dans notre signal total. Maintenant, le problème qui peut survenir également, c'est celui de la destruction, soit de la totalité, soit seulement d'une partie de notre signal pollinique. Alors on peut régler tout de suite le problème de la destruction totale. Dans ce cas, à la limite, tant mieux, parce que l'on sait que notre assemblage pollinique n'a pas été conservé et on n'est pas en train de se tromper en essayant d'interpréter un environnement qui serait totalement biaisé. C'est beaucoup plus problématique si seulement une partie de notre signal pollinique a été détruite. Alors, moi je m'y suis intéressé, c'est-à-dire que je vous ai dit pendant mon exposé que cette exine ne supportait pas l'oxydation. Alors, cette oxydation, elle est plutôt rare dans les sédiments marins, dans les sédiments lacustres ou dans les sédiments de type tourbière. Du coup, on peut raisonnablement penser qu'il y a peu de destruction partielle des grains de pollen les plus fragiles. Or, il y a des grains de pollen dont l'exine va être plus fragile que d'autres. Là où le problème se pose, c'est si vous êtes dans des dépôts un petit peu plus ambigus, voilà comment je les qualifierais, notamment des dépôts qui peuvent être en contexte archéologique. Et là, on abordera ces problèmes-là la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Là, vous pouvez avoir une sédimentation où, ponctuellement, va survenir des épisodes un peu oxydants, quoi, une réexposition suite à une érosion de votre sédiment, puis à nouveau un enfouissement, mais entre-temps le matériel pollinique aura été oxydé et les grains de pollen les plus fragiles auront été détruits. Alors moi ça m'a pas mal interpellé lorsque je me formais à la palynologie, cet aspect-là, et j'ai testé sur des grains de pollen actuels, j'ai fait des expériences en laboratoire, j'ai oxydé artificiellement mes grains, parce que dans la littérature, on voit toujours comme explication que c'est l'oxydation. Si vraiment on a un signal qui nous embête, qu'on n'arrive pas à interpréter, on se cache toujours derrière l'explication d'une oxydation possible qui aurait altéré une partie de notre signal et qui, du coup, ne permet pas d'interpréter les données en termes de reconstitution environnementale. Mais bon, ça me dérangeait un petit peu, j'ai été testé, fouillé un peu, parce que certains grains étaient définis comme très résistants et d'autres comme peu résistants. Et donc j'ai repris ces grains-là, ces morphologies polliniques-là, et je les ai soumis à des oxydations d'intensité variable et puis aussi de durée variable. Et en fait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'oxydation qui est responsable de la conservation différentielle, ce qui souligne qu'on a vraiment ici affaire à des processus, alors ça s'appelle de la taphonomie, cette conservation d'un signal, à des processus taphonomiques qui sont très complexes, probablement, parce que l'on sait que certains dépôts ne vont pas être propices à la bonne conservation du pollen, et dans ce cas, certains taxons vont être systématiquement surreprésentés, et on sait qu'il n'y a pas d'équivalence, c'est-à-dire que ce n'est pas logique. Je vous ai beaucoup montré en guise d'exemple, on peut y revenir, un grain de pollen qui était celui de la chicorée, voilà, il est ici. Ce grain de pollen, on le trouve très souvent conservé, représenté dans des valeurs très très importantes dans des diagrammes polliniques, parfois jusqu'à 80% dans l'assemblage pollinique. Et alors,
dans certains articles un peu anciens, l'interprétation qui était faite, c'est que certainement on avait une prairie de chicorées. C'est vrai qu'on en voit actuellement des prairies où se développent les pissenlits qui sont des chicoriers. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui ont été faire des études dans ces types de milieux dominés par les chicorées, par les plantes elles-mêmes, qui ont été prélevés des échantillons de surface pour regarder le pourcentage des grains de pollen de chicoriers dans ce type de milieu. Or, c'est jamais que 30% au maximum. Donc le fait d'avoir parfois 60, 70, 80% de ces grains de pollen montre clairement qu'il y a un problème et que ces grains de pollen résistent mieux que d'autres à des attaques chimiques. Donc, c'est embêtant parce que là, quand on a ce type d'assemblage où les chicorioïdés sont surreprésentés, eh bien, on doit réfléchir, s'interroger sur la pertinence même de notre signal total. Parce que là, clairement, certains grains ont disparu. On sait qu'on ne peut pas dire « mon environnement correspond à un milieu dominé par les chicorioïdés, une prairie dominée par les chicorioïdés ». Non, non, c'est pas possible. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi il y a ça. C'est quelque chose qui m'occupe un petit peu. C'est d'essayer de comprendre pourquoi on peut avoir ça. Alors, on parle de l'oxydation en tant que processus taphonomique, mais donc il y en a d'autres. Il peut y avoir la percolation dans les sédiments. Il peut y avoir des remaniements. Il peut y avoir des apports intrusifs par des insectes fouisseurs. Il y a beaucoup de sources possibles qui sont autant de paramètres taphonomiques, de processus taphonomiques qui peuvent agir ponctuellement, soit un, soit deux, soit trois de ces processus. Et ça, c'est assez dur encore. On n'a pas encore une vision de l'effet vraiment. Du coup, il vaut mieux pour l'instant, lorsque l'on souhaite sortir des données polliniques qui ne prêtent pas à confusion ou à critique, il vaut mieux s'intéresser à des séquences qui sortent de milieux propices à la conservation du pollen, bien sûr, plutôt qu'à ces dépôts qui peuvent soulever des interrogations. Bien, merci. Non, je suis là. Oui. C'est bien votre dernière phrase parce que ça amène ma question. J'ai bien vu les diagrammes là que vous avez donnés, séquence du Velay et la grande pile. C'est extraordinaire, mais on sent qu'il y a une quantité de travail énorme derrière. Mais justement, ce que je n'ai pas bien compris, c'est qu'il y a eu des carottages. Oui. Et chacun de ces diagrammes représente un carottage, 10 carottages, 100 carottages? Non. On va revenir sur le diagramme, par exemple celui-ci. Le diagramme, ici, correspond à un seul carottage. Mais sur votre carottage, vous êtes venu échantillonner, ici, on peut penser une bonne centaine d'échantillons que vous avez cotés le long de votre carottage. Certains niveaux peuvent être datés. On a différentes méthodes d'analyse géochronologique. Et ensuite, il va falloir extraire le contenu en pollen de chacun de ces 100 échantillons, puis compter au microscope pour chaque échantillon suffisamment de grains de pollen pour restituer fidèlement l'image de la végétation. Alors c'est vrai que là c'est un travail qui est assez fastidieux. Le travail du palynologue, finalement, quand j'en discute moi avec les étudiants que je forme, j'essaye de leur faire comprendre que c'est finalement beaucoup de travail en amont avant de se plonger vraiment dans la recherche même, c'est-à-dire dans l'interprétation et la discussion de données. Il y a le travail sur le terrain pour aller carotter, mais ça c'est pas désagréable de sortir d'un laboratoire pour aller sur le terrain. Il y a le travail d'extraction du pollen, ça c'est en laboratoire, l'extraction chimique, c'est quelque chose qui est assez long, le protocole d'extraction chimique. Ça prend donc déjà du temps ici. Le comptage au microscope, c'est quelque chose de très long, et pour vous donner une idée, on peut en routine, je dirais au maximum, analyser 2 échantillons par jour, en ne faisant que ça de votre journée. Enfin, sur une journée classique, un échantillon le matin, puis un l'après-midi. Voilà. Et puis les petits coups de fil au passage, mais voilà.
Donc ça vous donne une idée de tout ce travail qu'il faut mener en amont avant de présenter ce type de diagramme. Ici, c'est ma collègue Nathalie Combourg-Yonebou qui avait publié ce diagramme. C'était extrait de sa thèse et elle avait 2 séquences comme celle-ci dans sa thèse. Une thèse, c'est 3 ans de travail. Voilà. Pour sortir au final 2 figures qui tiennent ici sur une diapo. Mais le travail de recherche commence après, si vous voulez, hein, vraiment pour éplucher toutes ces données. Il y a énormément de choses à dire hein, sur ce beau diagramme. Là, moi, je ne vous l'ai présenté que pour illustrer la régression des taxodiacées, de cette flore subtropicale au début du Quaternaire, mais il y a bien sûr énormément d'autres choses à discuter. Bien, merci beaucoup. Attendez. Oui, je voudrais savoir combien de grains de pollen vous comptez là, dans vos échantillons pour avoir un peu une idée de l'erreur que vous faites sur les quantités que vous nous donnez, quoi. Alors, là encore, c'est quelque chose qui a été étalonné à partir de méthodes, enfin d'études actuelles. C'est-à-dire que il est actuellement très facile d'aller dans une forêt, de faire l'analyse, le relevé botanique des arbres et des herbacées présents dans cette forêt, de prélever un échantillon de surface, de le ramener au labo pour en extraire le pollen et regarder jusqu'où il faut compter pour avoir une image fidèle de la végétation que vous avez relevée. Et alors les études qui ont été faites, en fait ça a été vraiment les études pionnières, les toutes premières faites en palynologie pour ce volet d'application à la reconstitution des environnements. C'était dans les années 1960, hein, c'est une discipline qui est assez jeune finalement. Et très vite, il a été montré qu'il fallait pour un échantillon déterminer un minimum de 300 grains de pollen, mais après il y a d'autres règles qui vont rentrer en ligne de compte. Il faut au minimum 100 grains de pollen en dehors d'un éventuel taxon surreprésenté. C'est-à-dire qu'il arrive que lorsque vous arrêtez à 300 grains de pollen, vous avez 280 grains de pollen de pin. Dans quel cas, il faut continuer parce que vous n'avez certainement pas une bonne idée de la diversité de votre végétation avec les 20 grains de pollen restants en dehors du pin. Or, le pin est un très gros producteur pollinique qui disperse sur de très longues distances. Donc vos 280 pollens de pin qui vous ferait dire que la végétation est constituée à 95% par une pinède, ce serait une aberration. Et donc il faut aller chercher derrière 100 autres grains en plus de celui qui est surreprésenté. Ça peut vous emmener parfois à 500, 600, 700 grains. Là, il faut être persévérant. Par ailleurs, il y a un autre indicateur, c'est qu'il faut il faut pousser le comptage jusqu'à avoir un minimum de 20 taxons polliniques différents. Ça a été un seuil qui a été déterminé comme supposé bien refléter la diversité de la végétation de votre milieu, du milieu que vous étudiez. Si vous n'avez pas ces 20 taxons, ça peut être révélateur justement d'une conservation différentielle, de processus taphonomiques qui auraient dégradé, détruit certains taxons très fragiles. Et donc, un échantillon qui n'est pas problématique d'un point de vue taphonomique et dont on va pouvoir interpréter le contenu en termes d'environnement, de composition de la végétation, eh bien, il faut qu'il y ait plus de 20 taxons. Si vous êtes en dessous, ça doit vous attirer votre attention sur d'éventuels problèmes de conservation de l'ensemble de votre signal. Donc voilà, tout ça, c'est basé sur des études actuelles, appliquées ensuite au passé, et ça marche assez bien. Finalement, c'est des étalonnages assez simples, mais robustes, qui permettent de proposer des beaux diagrammes pour illustrer la dynamique passée de la végétation. Merci. Alors, ça va être peut-être la dernière. Ah non, alors j'ai peut-être monsieur. Ça vous ennuie pas? Vous avez parlé des changements climatiques en Europe, mais que se passait-il sur les autres continents, et en particulier dans l'hémisphère sud? Oui. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre, figurez-vous.
En fait, quand on n'est pas linologue, on ne peut pas prétendre connaître la diversité pollinique mondiale, de la flore mondiale. C'est un petit peu comme un botaniste, en fait. On va se spécialiser sur une zone géographique, sur des biomes. Donc, pour ma part, je travaille sur l'Europe tempérée et sur le pourtour méditerranéen. Et du coup, je parle de ce que je connais. Mais j'ai des collègues qui, eux, sont palynologues en Asie du Sud-Est, donc en milieu subtropical. Et ils auraient une toute autre histoire à vous raconter. Parce qu'il y a bien sûr la grande différence au niveau climatique tient dans la saisonnalité annuelle. Et ça va vraiment considérablement influer sur ce régime climatique sans saison. Ça va considérablement influer la composition de la végétation et sa dynamique au cours du temps. Mais je ne saurais pas vous en dire plus, il faudrait en fait faire venir mes collègues pour un cycle propre. En fait, pour vraiment vous donner une très belle illustration de ce problème-là, j'avais été sollicité ici, étant au muséum, moi, par les collègues qui s'occupent des ruches du muséum. Ils m'avaient dit ce serait sympa de faire une analyse du contenu en pollen des miels produits par les ruchers du muséum pour faire un petit panneau pédagogique devant les ruches qui expliquerait quelles plantes sont visitées par les abeilles au cours d'une année. Effectivement, c'était séduisant, je me suis lancé, j'ai extrait les grains de pollen, j'ai fait mes montages pour observer au microscope, et là j'ai dû appeler mon collègue pour lui dire je capitule, je connais pas moi la flore pollinique là, je sais pas ce que c'est. Et pour cause, en fait, dans le jardin des plantes, vous avez une diversité de végétation qui n'a rien à voir avec la végétation naturelle du bassin parisien. Et du coup, il aurait fallu moi que je fasse un très très long travail d'aller prélever chaque plante pour observer quel pollen elle produisait, pour pouvoir ensuite basculer vers l'analyse du contenu de mes miels. Donc c'était trop de travail pour une recherche trop anecdotique, si vous voulez. Donc ça n'explique pas les séquoias au nord de la Californie. Alors là, on s'y intéresse parce qu'ils ont été présents en Europe, et donc il a fallu à un moment chercher qu'est-ce que pouvaient être ces grains de pollen qui peuvent être présents en grande quantité. Le diagramme est encore là, vous voyez ces pics de séquoia. Il n'est pas question de dire, moi, ce grain de pollen-là, je ne sais pas le reconnaître. Donc là, il y a quand même ponctuellement certaines flores polliniques que l'on va savoir identifier, les taxons subtropicaux, lorsque l'on travaille sur les périodes anciennes du Quaternaire. Lorsque l'on travaille sur les périodes anciennes du Quaternaire, les taxons subtropicaux, il va falloir aller quand même apprendre leur morphologie pollinique pour savoir éventuellement les identifier si on devait les rencontrer dans nos lames du début du Quaternaire. Là, ça va être la dernière question. Merci. Deux petites questions. Est-ce que, comme vous avez expliqué la structure d'un pollen, est-ce que la structure est étudiée pour voir pourquoi elles sont formées comme ça, et un peu comme les membranes cellulaires, etc. Et puis deuxième, qu'est-ce qui, dans votre métier, vous réjouit le plus? Oui, c'est vrai. Là, excusez-moi avant d'ouvrir, c'est un autre rendez-vous parce que Vincent Le Breton a accepté de présenter son métier de palynologue au mois d'avril. Donc, je vous conseille de venir un dimanche après-midi pour écouter Vincent parler de son métier. Donc, la deuxième question. Non, la première, du coup. Voilà, est mise de côté pour le dimanche. Je crois que c'est au mois d'avril. C'est au mois d'avril, fin avril. Ouais. En revanche, je vous laisse la réponse à la première question. Alors effectivement, l'étude de la morphologie pollinique et du pourquoi cette forme-là, il y a des labos de recherche, surtout de l'INRA, qui s'y intéressent. Et il y a des thèses qui sont faites dans des laboratoires, notamment à Paris Sud, à Orsay. Il y a un laboratoire très performant qui s'intéresse beaucoup à la mise en place des caractères en relation avec la place de la plante dans la phylogénie du règne végétal. En fait, ce que l'on remarque, c'est que les modèles simples, en fait, c'est des études qui sont basées sur les apertures. Donc les modèles simples d'aperture, monoporés, monocolpés, ou même sans aperture, sont dans les groupes les plus basaux de l'arbre
de la phylogénie des angiospermes, de la PG3. Les graminées, les liliacées, les orchidées, par exemple, sont des groupes basaux primitifs au sein des angiospermes, et ils ont des apertures très simples, en tout cas moins complexes que les groupes plus récents qui vont émerger plus récemment. C'est-à-dire que dès que l'on passe à des modèles triporés, tricolpés, on a comme un gap évolutif. Alors, j'ai pas le temps de me plonger assez, moi, dans ces recherches-là, parce que c'est très pointu, mais j'ai eu l'occasion d'assister à des conférences qui en fait, montraient, c'est extrêmement intéressant, parce que ça montre qu'il y a vraiment si vous voulez, c'est presque il y a une association entre la plante et son pollen et une évolution qui va vers une complexification croissante, et ça marche assez bien, quoi. On pourrait penser que le grain de pollen, lui, marche indépendamment de la plante, mais non, il y a vraiment une évolution couplée de la plante et du grain de pollen qu'elle produit. Voilà. Bien, merci beaucoup, Vincent. Merci à vous.